je vais vous parler aujourd'hui, au lieu de me concentrer sur une thématique spécifique, j'ai voulu aborder deux sujets différents pour vous montrer un petit peu les types de problèmes qu'on essaye de s'adresser au CR2 et à la fac à laquelle j'appartiens. Et voilà, le travail que je vais présenter, ce n'est pas seulement le mien, mais aussi des autres collaborateurs qui sont là affichés sur les titres. Et donc voilà, je vais commencer par vous présenter un petit peu du Chili et de Santiago. Santiago, c'est la région d'études. Et pour après passer sur les deux sujets sur lesquels je vais parler, c'est le transport et juste un tout petit peu sur les dépôts sur la cordillère, sur les Andes. Et aussi sur l'exposure, ça c'est l'exposition, peut-être, non? Oui. Ouais, l'exposition à la pollution urbaine. Ouais, voilà, et pour finir avec les conclusions, mais avant, ouais. Donc Claire m'a déjà présenté, moi je suis professeur à la fac, c'est l'équivalent d'un maître de conf ici, au département de géophysique, mais j'appartiens aussi au CR2, qui est un centre de recherche qui existe depuis 2013, et qui a deux côtés, donc il y a une partie recherche qui focalisée sur le climat et la résilience, bien sûr, et entendre les processus climatiques, mais aussi comment ça aide pour améliorer, augmenter la résilience de la société. Et il y a aussi une partie d'essayer de contribuer aux decision makers pour le développement des stratégies de mitigation et d'adaptation. Et voilà, je suis ici dans le cadre du projet PAPILA, comme disait Claire, qui est la Prediction of Air Pollution in Latin America and the Caribbean, où le but principal, c'est de développer un système d'analyse et de prévision des qualités de l'air pour l'Amérique du Sud, et pour l'Amérique du Sud et centrale, et les Caribéens. C'est un projet Marie Curie-RICE, donc c'est l'échange des chercheurs entre l'Europe et l'Amérique latine. Et il y a 18 institutions qui participent, des 6 pays européens et 7 pays de l'Amérique latine, dont le Chili. Voilà, maintenant passons au sujet. Alors, le Chili se trouve sur la partie orientale de l'Amérique du Sud, une grosse partie de l'Amérique du Sud, entre l'océan Pacifique et la cordillère des Andes. C'est à peu près 4300 km de long, et la partie la plus large est à 360 km, et la partie plus fine, partie continentale, à 90 km. Et en moyenne, c'est 177. Et on est à peu près 17 millions, selon les dernières census. Le climat est principalement déterminé par la présence de l'anticyclone du Pacifique sur-oriental et les storm tracks qui se trouvent au sud. Et donc, c'est le déplacement de l'anticyclone vers le sud ou dans l'axe sud-nord qui détermine l'intrusion de la pluie ou des storms vers le plus nord ou pas. Donc. Et c'est aussi... Oui, pardon. Et donc, c'est en combinaison avec la cordillère des Andes qui vont déterminer des caractéristiques comme la précipitation, qu'on a une partie qui est sèche au nord, où se trouve le désert d'Atacama, et une partie plus pluvieuse au sud. Et donc, c'est cette caractéristique, donc les mouvements de l'anticyclone du Pacifique oriental, les storm tracks et la cordillère des Andes, qui déterminent en partie les différents climats qui se trouvent au Chili. Donc, on a le désert d'Atacama au nord, une partie centrale assez méditerranée, on pourrait dire, et une partie plus pluvieuse au sud avec des forêts plus pluvieuses, quoi. Mais les travaux que je vais présenter se centrent sur Santiago, qui est la capitale du Chili, avec à peu près 7 millions d'habitants, qui se trouve entre la cordillère des Andes, avec une hauteur à cette latitude-là. Oui, je n'avais pas dit, mais la cordillère des Andes... pardon. Voilà, les sommets se trouvent, la partie centrale se trouve, ça dépasse les 5000 mètres en tout cas, là, une grosse partie. Et à Santiago se trouve entre la cordillère des Andes, qui a une altitude moyenne autour de 4500 mètres, et une cordillère qu'on appelle la cordillère de la côte, qui a une hauteur entre 1000 et 1500 mètres. Et il y a beaucoup des émissions. On a un sérieux problème de qualité de l'air que vous allez voir tout de suite après. Et les émissions sont principalement dues au transport et résidentiel, une partie résidentielle. Alors ça, c'est les émissions annuelles.
Et donc, si on prend en compte que les émissions résidentielles qui sont principalement dues au chauffage, vous considérez que la partie résidentielle, c'est seulement pendant l'hiver, vous arrivez à des émissions en hiver qui sont plus importantes en termes de résidentiel que les transports qui est pendant toute l'année. Donc la principale raison de la pollution, c'est le chauffage résidentiel. À Santiago, c'est le chauffage résidentiel. À Santiago et ailleurs aussi, en fait, dans le sud du Chili. Mais le transport reste assez important quand même. Et donc voilà, ça c'est une vue de Santiago, d'une des collines qui se trouve au milieu de la ville à peu près, vers la cordillère. Et donc un jour après la pluie, c'est assez beau, on voit la cordillère avec de la neige, c'est magnifique. Mais en jour pollué, ça change et la visibilité est beaucoup moins bonne. Et la vue que vous avez sur la cordillère, des fois, elle est pas bonne. Et donc voilà. Mais en termes plus quantitatifs maintenant, ça c'est la moyenne journalière des PM2,5. Alors, toute la présentation, en fait, moi je vais me concentrer sur le PM2,5. On a aussi un problème avec l'ozone. Et il y a bien sûr les autres polluants, les volatile organic compounds, NOx et tout ça, mais je vais me concentrer sur le PM2,5 parce que c'est le principal problème qu'on a à Santiago. Et dans le reste des villes du Chili, en fait, aussi. Et donc ça, c'est la variabilité journalière des PM2,5 à Pudahuel. C'est une des stations. On a un réseau de surveillance de qualité de l'air avec 11 stations. Et là, j'ai pris juste une, celle qui en général déclenche les épisodes de qualité de l'air. Et voilà, donc on voit des valeurs qui vont au maximum jusqu'à 160, non 190 même. Et microgrammes par mètre cube, je suppose qu'ici, vous n'avez pas de problème de PM2,5, mais ça, c'est déjà beaucoup. Et en valeur horaire, ça peut arriver jusqu'à entre 500 et 600 microgrammes par mètre cube, qui est assez haute. Et il y a une forte variabilité interannuelle, comme vous voyez. Donc là, le pic, c'est l'hiver toujours. Et voilà, l'été, il y a beaucoup moins parce que déjà la couche limite, elle est beaucoup plus haute. Donc il y a plus de ventilation. Et il y a aussi beaucoup moins d'émissions parce qu'il n'y a pas la partie des chauffages résidentiels. Et donc c'est pour ça que vous avez moins de concentration pendant l'été, que c'est cette partie-là. Et donc il y a beaucoup de variabilité interannuelle qui détermine, qui joue aussi un rôle sur la concentration, sur la qualité de l'air à Santiago. Et on a des épisodes, donc selon la loi, on a des épisodes de qualité de l'air ça change entre good ou emergency. Et là, j'ai mis juste les valeurs des alertes. Donc à partir d'alerte, il y a des mesures qui entrent en vigueur, qui c'est restrictions en termes des transports, donc certains véhicules qui ne peuvent pas circuler, des entreprises qui doivent fermer, qui doivent réduire leurs émissions. Et donc, chaque fois, en passant des alertes à pre-emergency, en pre-emergency, il y a plus de restrictions, et en emergency, il y a encore plus de restrictions. Et donc, les valeurs d'alerte, c'est si la moyenne journalière dépasse les 80 microgrammes par mètre cube. La pre-emergency, c'est entre 110 et 170, et emergency, c'est plus de 170. Et donc, il y a un nombre important des jours où on a les alertes, et ça se réduit. Il y a quand même un nombre non négligeable de pre-emergency. Emergency, ça devient plus rare, et si va en termes de nombre de jours par an, on voit que les alertes, on a une bonne, entre 20 et 30, et aussi avec une variabilité interannuelle, mais avec une tendance à la réduction depuis quelques années. Les pre-emergencies restent beaucoup moins, mais restent importants quand même. 10 jours, 15 jours par an, c'est beaucoup quand même. En 2017, il y en a eu moins, je ne sais pas pourquoi. Peut-être que ce n'est pas toute l'année, je ne sais pas, mais bon, ça peut être part de la variabilité. Je ne vais pas trop regarder en détail encore. Voilà, donc on a des épisodes, on a une qualité de l'air qui est épisodique, qui est assez mauvaise en hiver. Et en termes des impacts, en termes des impacts de la pollution, et plus spécifiquement du PM2,5, on regarde plus en détail au CR2,
c'est l'impact sur la santé et l'impact sur les cryosphères. Et c'est les deux parties dans lesquelles je vais vous parler aujourd'hui. Et en termes d'impact sur la cryosphère, on s'intéresse plus spécifiquement sur les black carbon suit, il me semble. Ouais. Pour l'effet que ça peut avoir sur la fonte de la neige et de la glace. Ça peut accélérer les processus de fonte de neige et de glace. Et donc ça, c'est des processus qui ont été plus étudiés en Asie, dans les Himalayas, mais pas trop en Amérique du Sud. On sait que la diminution de la précipitation et l'augmentation de la température ont un impact sur les glaciers, mais on n'a pas trop regardé encore en détail les rôles que peut jouer la pollution urbaine sur la cryosphère andine. Et ce n'est pas seulement pour Santiago, mais on a aussi toute une nombre important de villes qui se trouvent près de la cordillère. Bon, presque toutes les villes sont près de la cordillère au Chili. Et qui ont des concentrations assez importantes d'émissions assez importantes, toujours liées au chauffage résidentiel. Notamment, la plus importante, c'est Coyhaique, où on arrive à avoir des concentrations horaires de 1000 microgrammes par mètre cube. Voilà, donc non seulement ça, mais aussi on a une importante activité minière sous la cordillère, notamment les mines de cuivre, qui émet aussi des black carbon, des camions et des processus industriels. Donc on a des fortes sources qui se trouvent soit sur la cordillère même, ou soit près de la cordillère. Et donc on essaye de voir quels sont les processus qui pourraient expliquer si jamais il y a un transport vers la cordillère. Et après, une part ultérieure, c'est voir si effectivement ça joue un rôle sur la cryosphère ou pas. Donc on se focalise sur Santiago. Donc on voulait voir déjà s'il y a une intrusion et sur quel mécanisme il y a l'intrusion de la pollution qui rentre dans les vallées qui se trouvent près de Santiago. Donc on a choisi cette vallée-là, c'est le Cajón del Maipo. Et on a installé on a eu 3 sites de mesure, une dans le centre-ville, un autre point de mesure à l'entrée de la vallée, et un autre qui se trouvait à peu près 14 km à l'intérieur. Et alors, cette vallée, elle a une première partie, un axe qui est plus est-ouest, et après nord-sud. Donc, on avait une à l'entrée de la vallée sur l'axe est-ouest, et après un autre sur l'axe qui est plus dans le nord-sud. Et dans chacun des centres, dans chacun des points de sites de la campagne, on avait un tethered balloon. Ça, c'est, vous savez, voilà, un ballon captif, merci. Où on attachait une sonde météorologique pour les paramètres classiques de la météorologie et un mini-étalomètre qui mesure la concentration de carbone suie. Et en plus, on avait des stations de météorologique en surface, un e-sampler qui mesure les PM10. Et sur un site de mesure, on avait un SODAR. Donc, c'est un instrument qui mesure les champs de vent en 3 dimensions. Donc, les composants horizontaux plus la vitesse verticale aussi. Voilà. Et donc, on faisait monter les ballons chaque 3 heures et on essayait d'arriver à 1000 mètres, si le vent le permettait, et si on avait la permission aussi de la tour de contrôle de l'aéroport. Et le profil que je vais vous présenter, c'est la moyenne de la montée et la descente. Ça prenait à peu près une demi-heure pour monter et une demi-heure pour descendre. Et ce que je vais vous présenter, c'est la moyenne entre les deux. Et on a fait ça chaque 3 heures pendant une semaine. Jour et nuit, sur les 3 sites. Et donc, c'est une semaine, on a eu la chance. Bon, a priori, avant, on disait qu'on a eu la chance, parce que c'était une semaine où il y a eu une très mauvaise qualité de l'air, surtout à Pudahuel, donc c'est la station qui est plus loin, donc par rapport à Puente Alto, qui est la station de mesure de qualité de l'air la plus proche de la vallée. C'était moins important, mais quand même, les derniers jours, on a eu un
un épisode assez intense des qualités de l'air avec concentration horaire qui allait jusqu'à 200 microgrammes par mètre cube. Et voilà une couche caractéristique en hiver avec une hauteur assez basse, avec une profondeur assez basse, jusqu'à 400 ou 600 mètres dans certaines heures de la journée. Et donc, alors, ce qu'on voulait vérifier, c'était, bon, il y a la circulation, Mountain Valley Circulation, qui dit que pendant la journée, il y a des vents qui montent ou qui vont vers l'intérieur de la vallée, et vers le soir, une fois que le soleil se couche, c'est le cycle qui s'inverse, et donc c'est les vents qui descendent. La circulation qui revient, en fait. Et donc, a priori, il devrait y avoir de l'intrusion des pollutions urbaines vers la vallée, tous les jours, au moins pendant la journée, quand il y a cette circulation Mountain Valley Circulation. Et donc, ce qu'on cherche ici, c'est donc on a les deux stations. Donc, c'est la première partie, comme c'est un axe est-ouest, on va se focaliser sur les vents sonales, la composante sonale du vent, où on cherche les horaires où la composante sonale du vent est positive, et en même temps, on cherche des moments où la composante méridionale du vent est du nord au sud. D'accord? Et dans ces deux cas, on a une intrusion de la pollution urbaine, au moins jusqu'à ces points-là. On ne sait pas si ça continue ou non, mais au moins on sait qu'il y a une entrée des pollutions de Santiago jusqu'à l'entrée. Et donc, là, ça c'est les cycles journaliers de la composante sonale et méridionale à la obra, donc à l'entrée de la vallée. Et ici, c'est au troisième point qu'on avait 14 km à l'intérieur. On voit que la composante méridionale à la composante nord coïncide avec une composante de l'ouest à l'entrée dans l'après-midi, entre 2h et 19h. Donc, l'après-midi, on a cette intrusion, au moins à partir des données climatologiques. C'est la moyenne des 3 ans. Bien sûr, avec une forte variabilité, que des fois, ça n'arrive pas. Mais au moins, en termes climatologiques, dans l'heure de l'après-midi, il devrait y avoir cette intrusion de la poussière désertique vers l'intérieur. Et donc voilà, ici, alors là, les barres correspondent aux mesures de E-sampler, donc les qualités PM10 en surface. Ça, c'est le vecteur, c'est le vent pris par la sonde qui était attachée au ballon captif. Et en bleu, c'est la concentration de carbone suie. Donc vous voyez, c'est des concentrations qui ne sont pas très importantes. Ça va jusqu'à quelques microgrammes par mètre cube. Mais on voit la Vizcachas, donc VZZ, c'est la Vizcachas, c'est le point d'entrée. Et GYC, c'est Guayacán. C'est le point qui se trouve 14 km vers l'intérieur. Et donc, on voit à l'entrée qu'il y a le cycle journalier des vents qui effectivement va vers l'intérieur dans la journée. Et après, dans la nuit, ça s'inverse. Et c'est plutôt en descente. On voit la croissance ou l'augmentation de la profondeur de la couche limite pendant la journée. Dans ces points, donc, il devrait y avoir une entrée vers des pollutions. Mais si on regarde le deuxième point, il y a les vents, il a une forte composante du sud. Donc, il devrait y avoir l'entrée vers ici, mais pas dans cette vallée-là. Alors, bien sûr, peut-être ça rentre alors dans cette vallée-là, mais malheureusement, on n'avait pas un quatrième point pour voir si... Et cette vallée-là, elle est beaucoup moins peuplée, donc c'était plus difficile aussi de trouver un endroit pour s'installer, pour faire toutes les mesures. Donc, au moins, on peut dire qu'il n'y a pas d'entrée de pollution dans cette partie-là. Mais il y a quand même une concentration des PM10 qui est due aux émissions d'un village qui se trouve plus au sud du centre des mesures, du site de la campagne. Mais qui reste assez bas. Il n'y a pas une couche
une couche limite très importante sur ce point, au moins une couche des mélanges. Ça, c'est dans la plupart des journées pendant la semaine, on a eu un panorama très similaire. Mais on a eu 2 ou 3 jours où on avait effectivement un vent qui était pas très intense à la Vizcachas, donc dans ces points-là, avec une couche de mélange, une couche limite assez développée, jusqu'à 400 et quelques mètres, non, 500 et quelques mètres, entre 500 et 600. Et on voit aussi ici une certaine couche limite qui se développe au Guayacán avec un vent méridional du nord. Donc on a justement la signature qu'on cherchait, avec un vent qui vient de l'ouest et un vent qui vient de nord, donc qui suggère fortement qu'il y a une intrusion de pollution de l'air au moins jusqu'à Guayacán, et pas seulement au niveau de la surface, mais aussi une couche assez importante qui dépasse les 400 mètres. Et c'est intéressant aussi qu'on voit qu'il y a une couche secondaire avec un vent de l'est assez intense dans la nuit. Et donc voilà, c'est ce qu'on a vu. Donc, ok, on a vu que ça rentre, mais finalement, on ne peut rien dire par rapport si ça arrive jusqu'à la partie couverte par la glace, parce que les glaciers les plus proches d'ici se trouvent à 60 km. Donc, si ça arrive ou non, on ne peut pas dire grand-chose. Donc, l'année suivante, on a fait une autre campagne et on a choisi l'autre vallée. C'est la vallée de Rio Colorado, Farellones. Vers Farellones, on a un centre de ski ici. Et là, on a bougé les 3 sites, on s'est rapproché plus de la cordillère, de la partie neigée et avec les glaciers. Donc, on a un premier point déjà à l'entrée de la vallée, un deuxième qui se trouve à peu près au milieu, un troisième qui était déjà en hauteur à 1900 mètres par rapport above sea level. Bah, la configuration, c'est la même, avec les mêmes instruments. Et aussi, un jour où c'était très pollué à Santiago, avec un gradient assez important entre la partie sud et la partie nord. Donc, Las Condes, c'est la station qui est ici. Donc, en termes de pollution, c'est déjà les gradients sont assez importants entre les 3 sites. Et la plupart de la journée, des jours, on a vu ça. En fait, ça, c'était... Donc, on voulait voir déjà si c'est cette circulation Mountain Valley Circulation, si c'était cette circulation qui pouvait faire monter la pollution jusqu'à cette partie-là. Mais en réalité, la plupart des journées, on a vu que en fait, il y avait presque rien en surface, et même en hauteur. Là, ça reste des valeurs très, très petites. Avant, c'était autour de 6 microgrammes ou 10 microgrammes par mètre cube. Et là, c'est presque rien. Donc, ça rentre même dans l'incertitude de l'instrument. Mais on a eu un jour avec des mesures assez importantes, avec des données assez importantes des carbone suie en hauteur, autour de 800 mètres par rapport à la surface. Donc, on est déjà là à 2007 ou 2600 mètres. Mais avec un vent qui vient plutôt du nord-ouest. Et donc, si jamais c'était de Santiago, on devrait avoir une direction qui vient plutôt du sud-ouest. Et donc, on ne sait pas si c'est une autre source. Il y a une mine de cuivre qui n'est pas très loin. Donc, c'est peut-être la mine de cuivre ou une autre source plus loin, en fait. Déjà, à cette hauteur-là, ça peut venir de plus loin aussi. Donc, il faut qu'on regarde plus en détail qu'est-ce qui peut expliquer cette forte... Parce que là, on arrive à 40 et quelques microgrammes par mètre cube. Et donc, il y a des collègues qui ont regardé les dépôts sur la neige, tout au long au moins de la partie nord jusqu'à la partie centrale. Là, les résultats que moi j'ai ici, c'est la partie nord jusqu'à la partie centrale, mais ils ont aussi fait des mesures sur la neige dans la partie sud du Chili. Et donc, c'est des valeurs au moins de la partie nord. Ça, c'est la partie nord, ça, c'est la partie centrale. Donc là où on a fait notre campagne, ça, c'est les centres de ski qui se trouvent près de Santiago. Et ça, c'est les valeurs qu'on trouve dans la littérature. Et on voit que, en fait, c'est les valeurs
que nous, on a au moins la partie nord, elles sont plus proches des valeurs qu'on trouve dans la partie arctique. Et c'est intéressant de voir que si on voit la composition del dépôt sous la neige, on voit que, et c'est assez compréhensible aussi, que la partie nord, c'est plus chargé c'est plus la poussière, la présence des pollutions sous la neige. Et au fur et à mesure qu'on avance vers le sud, c'est les Black Carbon qui commencent à dominer, dû aux fortes émissions dans les villes liées au chauffage résidentiel. Et voilà, là, je fais un petit peu de pub. On est en train de monter un site de mesure à la cordillère. Ils vont installer les refuges. Bon, refuge, c'est 9 mètres carrés. Et, un petit, je ne sais pas comment on pourrait dire ça. Refuge, c'est peut-être trop grand. Comment? C'est même pas une cabane, c'est, je ne sais pas, une cave. Et donc, on s'installe là, c'est un des centres de ski. Ah, j'ai oublié de mettre la hauteur à laquelle on se trouve là, mais c'est 4000 et quelques, ou 3008 ou quelque chose comme ça, c'est assez haut. Et voilà, ils vont l'installer là cet été, donc là, février ou mars. On va commencer avec 3 instruments, très simplement, avec une station météorologique, bien sûr, un photomètre et un éthalomètre, donc pour mesurer les carbons suivis à nouveau. Et l'idée, c'est aussi de pouvoir accueillir des autres instruments. Donc, si jamais il y a des gens intéressés d'installer des instruments sur la cordillère des Andes, ils sont bienvenus. Et voilà, l'idée, c'est de laisser là pour longtemps, donc pouvoir déjà augmenter le nombre d'instruments que nous, on aura sur place, mais aussi de pouvoir accueillir des autres gens. Et c'est très joli. Voilà, et là je passe à la deuxième partie, c'est l'analyse de l'exposition aux particules fines, donc toujours le PM2,5. Et on ne rentre pas ici dans l'impact de la santé encore parce qu'on ne voit pas la inhalation. C'est juste, on s'arrête à l'exposition, les contacts, la durée de la contact avec les polluants. Et on les fait juste pour les utilisateurs fréquents du système de transport public de Santiago. Et donc, on combine des données de ces utilisateurs par la Smart Card. Donc, c'est la carte Navigo à Paris, je ne sais pas comment elle s'appelle ici. Pastel. Pastel? Ah oui, ok. Ça veut dire gâteau en espagnol. Et donc, on s'intéresse pour la période on a regardé sur la période du lundi 20 jusqu'au vendredi 24 juillet 2015, donc c'est une semaine laborale. Et ça, c'était le travaux des thèses, des masters d'un étudiant qu'on a encadré avec une collègue. Donc voilà, l'exposition, c'est une combinaison de la mobilité, donc les déplacements de la personne, donc où se trouve et pendant combien de temps il est en contact avec les polluants, et bien sûr la concentration du polluant en question. Et donc la mobilité de la personne, il y a différentes manières de la établir. Et, traditionnellement, il y a les études d'exposition, c'était quelqu'un qui portait un instrument pendant toute la journée et circulait dans la ville pour voir justement l'exposition. Ça se fait aussi en utilisant les sondages ou maintenant des données des réseaux sociaux, données de mobiles, etc. Nous, on a utilisé les données des utilisateurs du transport public. Donc, ils ont une carte qui s'appelle BIP. C'est le BIP qui fait la machine, c'est pas très original. Et donc, chaque personne doit valider quand il monte soit sur le bus ou sur le métro. C'est une fois. C'est pas 2 fois, c'est pas la descente, c'est juste la montée. Et on combine ça avec, d'une partie avec les données de mesure. Donc, on a un réseau de 11 stations réparties dans la ville, où on mesure pas seulement le PM2,5 et le PM10, mais aussi l'ozone, NOx, SO2, etc. Et on a fait aussi ça avec un modèle des transports chimiques, le Chimère, c'est le modèle français, qu'on a implémenté à Santiago. Et on a fait une validation à Santiago et on voit que ça arrive à reproduire à peu près la variabilité de NOx, mais plus important aussi la des PM2,5. Là,
il n'a pas réussi à reproduire la forte augmentation qu'on a eue le 25, mais ça arrive à reproduire à peu près la variabilité, la magnitude, sauf pour les derniers jours. Donc voilà, on a un réseau d'à peu près 6500 bus pour 800 lignes et 11 000 arrêts de bus. Donc comme je disais, la validation du titre de transport, c'est juste au moment de monter. Et pendant la semaine, il y a eu à peu près 22 millions de validations pour 2 millions de cartes. On a limité l'étude juste aux utilisateurs fréquents du système de transport. Et là, on a diminué de 2 millions jusqu'à 900 000 cartes des transports, des titres de transport. Et de ces 900 000, on a utilisé juste 105 000 où on a pu établir leur lieu de résidence, leur lieu de travail et la route de transport en fait. Et donc, par définition, les utilisateurs fréquents, c'est ceux qui ont utilisé la carte au moins une fois par jour. D'accord ? Et même si on connaît l'endroit de résidence, l'endroit de travail, quand je parle de l'endroit de résidence et de travail, en fait, ce que je veux dire, c'est qu'on connaît l'endroit, à peu près l'endroit où il prend le bus, ou le métro, ou l'endroit où il descend. Mais on ne connaît pas vraiment l'endroit de résidence. On sait à peu près dans un rayon, pour ceux qui s'inquiètent pour le Big Brother qui regarde tout, on ne connaît pas les données de chaque individu. On a juste un numéro et on sait où la personne prend le bus, où il descend. On croit connaître. D'accord ? Et donc, on peut identifier les différentes activités. C'est les activités qu'on identifie, home, donc résidence, travail, donc comment on dit, les circuits, non pas les circuits, les trajets. Et others. Et others, c'est plutôt leisure. Donc, c'est des activités qui vont entre 1 minute et 2 heures. Et donc, home, c'est le temps compris entre la dernière utilisation de la journée et la première du lendemain. Et les work, c'est des activités, c'est pour une carte adulte parce qu'on identifie soit les cartes adultes, soit les cartes étudiants, et c'est pour les cartes adultes, et des activités qui ont duré plus long que 2 heures. Donc, s'il y a plus de 2 heures entre des validations, entre deux validations. Et donc, on arrive d'un côté. Voilà, ça marche. Vous voyez, donc ici, home, c'est bleu. Work, c'est rouge, et vert, c'est travel, et ici, c'est l'heure locale. Donc, vous voyez que ça commence à changer de bleu à verte vers 9h. Et là, à 9h, ça commence 9h30, ça commence à plus le rouge à dominer. Ici, c'est centre-ville, c'est Santiago Centro. Ici, c'est Providencia. Donc, il y a des verts, c'est travel. Et donc, chaque point, ça correspond à un arrêt de bus. Toute l'étude s'était faite au niveau d'arrêt de bus, parce que c'est l'information que nous, on avait. Et donc, vers la fin de la journée, vous commencez à voir les points verts. Et après, c'est le bleu qui commence à ressortir parce que c'est l'activité résidence qui commence à apparaître. Donc voilà, c'est les 11 000 arrêts de bus qu'on voit là, comment ça évolue dans la journée en termes d'activité. Et de l'autre côté, on a notre... on a notre modèle chimère qui fait la simulation de la poussière, de la pollution de PM2,5. Là, c'était pour la partie de la vallée qu'on avait. On a regardé aussi la partie comment le modèle arrive à reproduire les observations qu'on a fait. Et voilà, donc ce qu'on a fait, on a croisé les deux bases de données. D'accord ? Et on l'a fait de la manière suivante. Donc, supposons qu'il y a un individu, une personne qui fait un déplacement en utilisant une ligne quelconque, avec 3 arrêts de bus. Quand on utilise les données, du réseau de surveillance de la qualité de l'air, on va attribuer à chaque arrêt de bus la concentration de la station la plus proche. D'accord ? Et de l'autre manière, si on utilise le modèle chimère, on va attribuer à chaque arrêt de bus la concentration des points de grille les plus proches à l'arrêt de bus. Et la résolution du modèle qu'on a utilisé, c'est de 2 km.
2. Et on a 11 stations pour la ville. Donc, vous voyez que déjà que ça change beaucoup par rapport à la distance des points d'information. Mais bon, je vais dire quelque chose là-dessus plus tard. Donc voilà, au fur et à mesure qu'il se déplace dans sa trajectoire, chaque arrêt de bus va avoir la concentration soit de la station de mesure la plus proche, ou soit le point de grille du modèle. Le point de grille le plus proche aussi. Et donc, pour une personne quelconque, on a une personne ici, on a choisi le hasard, une personne qui prend le bus à 7h03 du matin, qui fait cette trajectoire-là en bus. On sait aussi la ligne du bus, parce que chaque bus, ça je n'ai pas dit, chaque bus est équipé avec un GPS. Donc on connaît la trajectoire du bus, et on connaît aussi l'heure, la vitesse, etc. Et donc on peut établir la concentration à chaque arrêt de bus par rapport à l'ubication de l'arrêt de bus. Et donc il est parti à 7h03, il arrive à 7h33. Et voilà, on connaît la concentration au fur et à mesure de la trajectoire, et aussi au lieu de travail et au lieu des résidences. Et donc ça, on a fait avec les 105 000 pour tous ces trajets. Et ici, c'est l'exposition moyenne de tous l'échantillon, de tous les 105 000, pendant toute la semaine qui va de lundi à vendredi. Ici, à gauche, c'est quand on utilise les stations de mesure, et à droite, c'est quand on utilise les modèles. D'accord ? Donc, on voit qu'il y a, une surestimation, donc overestimation for the last 2 days. Il y a une underestimation for these 2 days. Well, there's both over and underestimation from part of the model. Et ici, on voit, le pourcentage de l'exposition qui est due au travail, assis en rouge. Je veux parler des travails, mais en fait, je pourrais montrer les mêmes résultats pour les étudiants, parce qu'on a séparé les étudiants des gens qui travaillent, parce qu'il y a ces deux cartes-là. Mais les résultats sont assez similaires. Donc, il y a une grosse partie, selon les stations de mesure, la plus grande partie de l'exposition vient de la maison. À la maison. Et là, j'avoue aussi qu'on a pris comme exposition à la maison, on a pris la concentration des outdoor, à l'extérieur, et pas à l'intérieur, parce qu'on n'a pas les données des concentrations à l'intérieur. Donc, bien sûr, il y a un biais là aussi. Mais selon le type de chauffage qu'est la maison, là, des fois, la qualité de l'air à l'intérieur peut être pire qu'à l'extérieur. Donc, des fois, c'est difficile mais je crois qu'on fait une surestimation, principalement ici au niveau résidentiel. Et ici, au niveau transport aussi, on ne connaît pas la concentration à l'intérieur du bus. Et donc, on a pris aussi celle de l'extérieur. Mais ici, on a une certaine idée de combien ça peut être par des autres études qui ont mesuré en fait la concentration à l'intérieur du bus et celle de quelqu'un qui prend le vélo dans une route équivalente. Mais en tout cas, la plus grosse partie de l'exposition, c'est c'est au travail et à la maison. Une plus grande partie, c'est à la maison, selon les stations de mesure. Mais si on regarde par rapport au modèle chimère, ils sont plus comparables, mais c'est un petit peu plus grand au travail. Et si on considère que alors, je ne sais pas si vous vous rappelez du film, ou les petites vidéos, mais il y a la partie rouge, la plus importante, c'était plus au centre de Santiago et la partie centrale de la ville. Et donc, ce qui suggère ça, c'est qu'en fait, que la concentration, selon les modèles, c'est plus important dans le centre-ville qu'au lieu des résidences. Tandis qu'ici, c'est l'inverse. Mais il faut aussi dire que dans le centre-ville, il y a juste une station de mesure. Mais on peut regarder aussi comment ça se décompose pendant la semaine dans les différents horaires. Non seulement voir en termes des moyennes pour la semaine, mais aussi en termes de comment ça évolue pendant la journée. Donc ici en rouge, c'est plus rouge ça va, plus important c'est la concentration. Et donc on voit qu'il y a une forte variabilité dans la journée. Et il y a quand même une partie assez importante
où on a des concentrations qui vont entre 110 et 170, que c'est l'équivalent pre-emergency. Ça, par contre, c'est des valeurs horaires, donc on ne peut pas parler des pre-emergency parce que la définition d'épisode, c'est par rapport aux valeurs journalières, et ici, c'est des valeurs horaires. Mais on voit déjà la différence entre la station des mesures et chimère, c'est déjà, on voit des parties plus importantes de la journée qui ont des valeurs plus importantes que la station de mesure. Ici, c'est plutôt un cycle de jour à jour qui est assez constant, on peut dire, tandis que ici, c'est plus variable avec une augmentation de la concentration dans les derniers jours. Et ici, l'heure des maximums, c'est différent. Ici, c'est à 8 h du matin et à 11 h du soir de la nuit. Et ici, c'est à 11 h du matin et à 1 h de la nuit. Et on peut voir aussi, donc là, jusqu'à maintenant, c'était des moyennes pour toute la population, donc pour les 105. Et ici, on voit selon la commune de résidence. Et les communes sont rangées selon income, salaire. Ouais. Et donc ici, c'est les communes avec moins de income. Et ici, c'est les communes avec plus d'income. Et donc, on voit, ça c'est selon les stations de mesure. Et il paraîtrait que, en fait, selon les stations de mesure, il y a une corrélation entre les salaires et la qualité de l'air. Donc les gens qui habitent dans des dans des communes plus pauvres ont des qualités de l'air en termes de PM2,5 qui est plus mauvaise que ceux qui habitent dans des quartiers plus riches. Et ça, c'est en fait parce que les quartiers plus riches se trouvent plus proches de la cordillère, donc c'est la partie la plus haute de la ville, tandis que la partie la plus pauvre se trouve plus dans la périphérie et dans la partie plus à l'ouest, donc plus bas. Et donc la circulation dans la journée, ça monte et ça descend. Donc vers la fin de la journée, toute la pollution se retrouve plus vers cette partie-là de la ville. Donc ça pourrait expliquer justement pourquoi il pourrait y avoir cette corrélation entre qualité de l'air et income. Donc voilà, c'est assez important quand même la différence, c'est entre 27 et 92. Et sinon, ouais, 41, 40. Celle-là, c'est particulièrement basse, mais sinon, il y a une différence de deux fois, entre 2 et 3 fois. Et si on voit là, ça c'est la même chose, mais pour chimère. Et là, c'est différent. Donc, il y a cette corrélation qui disparaît entre commune de résidence et exposition. Les valeurs sont aussi plus importantes. C'est ce que je n'ai pas expliqué. En rouge, c'était les maximums d'exposition. En vert, c'était les valeurs les minimums. Et donc, ici, il y a plus cette correspondance entre salaire et exposition. Et il y a, et bien sûr, le modèle estime l'exposition comme plus élevée. Donc, pour essayer un petit peu de comprendre la différence entre le modèle et les points de mesure, donc dans quelle mesure les modèles, c'est le biais des modèles qui explique cette différence, ou une autre chose, on a fait, donc, ici, c'est l'estimation moyenne pour les 105 000 pour toute la semaine, selon les stations de mesure, et ça, c'est selon les modèles. Voilà, il y a une sous-estimation, une surestimation. Dans cette partie-là, c'est le biais de modèle qui expliquerait la différence. Donc, il y a le modèle, il arrive certains aspects qui ne reproduit pas, donc, qui explique cette biais entre ces deux-là. Mais ce qu'on a fait aussi, c'est comparer le modèle, donc la valeur estimée pour le modèle, et des valeurs synthétiques. Donc on a pris, pour chaque station de mesure, on a pris la valeur du modèle des points de grille les plus proches pour reproduire les observations. Et donc, quand on fait ça, on est dans le monde du modèle. Donc là, il n'y a plus de biais avec les observations, on est dans l'imaginaire. Et les différences sont dues simplement au contenu d'information qui donne les stations de mesure et les modèles. Et donc, il y en a un petit influence par rapport au nombre des stations, parce que là, on compare 11 stations contre les points de grille du modèle à 2 km par 2 km. Donc,
il y a une certaine sous-estimation si on augmente le nombre de points de mesure, des points de données, d'informations, il y a l'exposition qui augmente. Elle n'est pas très importante, mais il y a quand même une certaine différence. Voilà, et avec ça, je finis. Je ne sais pas si j'ai dépassé le temps ou pas, mais je laisse les conclusions. Voilà. Et s'il y a des questions.